C'est une nouvelle qui a provoqué de vives réactions et une émotion très vive chez les catholiques du monde entier. Le pape François est décédé ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans après plusieurs mois de problèmes de santé. Alors aujourd'hui, on va revenir sur son parcours, sur ses années en tant que pape et on va aussi essayer de comprendre ce qui va se passer désormais. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. C'est en ces mots que le cardinal Kevin Farrell a annoncé le décès du chef d'État du Vatican et 266e pape de l'Église catholique dans un communiqué qui a donc été publié par le Vatican. La veille, le pape était apparu très affaibli lors d'un bain de foule au Vatican au milieu de milliers de fidèles réunis pour Pâques. Et hier, il avait aussi rencontré le vice-président américain J.D. Vance. Leur rencontre est d'ailleurs l'une des dernières photos officielles du pape. Le pape avait des problèmes de santé depuis plusieurs années. Il se déplaçait d'ailleurs en fauteuil roulant depuis 2022 à cause de douleurs au genou. Il avait aussi été hospitalisé de nombreuses fois ces dernières semaines, notamment le 14 février dernier pour une bronchite. Il avait ensuite révélé qu'il était atteint d'une pneumonie aux deux poumons. Alors le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, était le premier pape sud-américain, en l'occurrence argentin. Il n'avait pas fait sa carrière à Rome. Il avait succédé à l'ancien pape Benoît XVI en 2013. Le pape François a été archevêque de Buenos Aires en 1998. Archevêque, c'est donc le rang supérieur à évêque. Il a ensuite été nommé cardinal par le pape Jean-Paul II en 2001. Cardinal, ça veut donc dire qu'il est devenu l'un des principaux conseillers du pape à l'époque. Son engagement contre la pauvreté et les injustices sociales était très important dans son discours. Il a d'ailleurs choisi le nom de François en hommage à Saint François d'Assise, figure de paix et de pauvreté. Dès son élection, le pape François a bousculé les codes de l'Église catholique, ce qui lui a d'ailleurs valu des critiques en interne. Il a par exemple refusé d'emménager dans l'appartement réservé au pape. Il est resté dans la résidence Saint-Marthe où logent les cardinaux. Il a aussi dénoncé dès 2013 la mondialisation de l'indifférence face au drame des migrants. Il s'est engagé sur des sujets comme l'écologie ou encore le dialogue entre les religions. Autrement, il est resté attaché à l'enseignement, disons, traditionnel et conservateur de l'Église, en déclarant certes que l'homosexualité n'était pas un crime, mais restait tout de même un péché selon la doctrine. Concernant l'avortement, de la même façon, il y était fermement opposé, en accord donc avec la position traditionnelle de l'Église catholique. Il avait par exemple qualifié l'IVG d'homicide dès la conception. Il avait même comparé, je cite, un tueur à gages. Cependant, et malgré ses propos qui avaient suscité une vive émotion chez de nombreuses personnes, il avait appelé à ne pas juger les femmes qui avaient eu recours. Son pontificat a aussi été marqué par une volonté de transparence face aux abus sexuels dans l'Église. Il a par exemple levé le secret pontifical qui protège donc les informations jugées particulièrement sensibles au sein du Vatican, plus spécifiquement ici donc sur les affaires de pédocriminalité, et a imposé par ailleurs aux prêtres de signaler ces faits. Un changement donc en quelque sorte de discours, même s'il a tout de même été accusé d'avoir trop tardé à sanctionner ou alors d'avoir protégé certains évêques ou de nombreuses victimes d'abus, ce qui fait que de nombreuses victimes d'abus et de nombreuses ONG jugent malgré tout ses actions insuffisantes sur le sujet. En tout cas, Emmanuel Macron lui a rendu hommage sur Instagram, écrivant, je cite, « Le pape François voulait que l'Église apporte la joie et l'espoir aux plus pauvres, qu'elle unisse les hommes entre eux et avec la nature, puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui. » Fin de citation. Il a également adressé, je cite, ses condoléances aux catholiques du monde entier. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, tout est assez millimétré. En fait, le programme des jours qui suivent la mort du pape, il est fixé par ce que l'on appelle la Constitution apostolique. C'est en fait un document du pape qui concerne la foi, les mœurs et l'administration de l'Église catholique. Alors la première étape, elle est déjà passée, c'est la constatation de la mort du pape. Elle est toujours réalisée par celui que l'on appelle le Camerlingue. C'est en fait le cardinal chargé de l'administration du Saint-Siège, donc du gouvernement central de l'Église catholique. Ensuite, le Camerlingue fait sceller la chambre et les bureaux du pape. Il retire et détruit l'anneau du pécheur, symbole du pouvoir du pape. Les cloches de la basilique Saint-Pierre au Vatican sonnent alors pour prévenir les fidèles et tous les hauts responsables du Vatican quittent alors leur poste, sauf le Camerlingue. En attendant
attendant l'élection d'un nouveau pape, c'est donc les cardinaux qui prennent temporairement la direction de l'église. Ensuite, il y a donc les funérailles et c'est un rituel qui se déroule en 3 étapes. D'abord dans les appartements du pape, puis dans la basilique Saint-Pierre et enfin dans le lieu de son inhumation. Alors, contrairement à ses prédécesseurs enterrés au Vatican, le pape François a souhaité reposer dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, un lieu auquel il était profondément attaché. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement comment et quand est-ce que le prochain pape est choisi. Et bien en fait, dans les prochains jours, les cardinaux du monde entier vont se réunir tous les jours pour discuter de l'avenir de l'église et fixer la date du conclave à la chapelle Sixtine. Et le conclave, c'est donc cette réunion qui a pour but d'élire le pape. Pour être désigné pape, un cardinal doit obtenir une majorité des 2/3 des suffrages. Il ne peut pas avoir plus de 80 ans. Alors lors du conclave, les cardinaux votent chacun leur tour 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi. Les bulletins, ils sont brûlés après chaque vote. Et si une fumée noire sort de la basilique Saint-Pierre, cela veut dire qu'aucun pape n'a été élu. Et lorsqu'un pape a été choisi, eh bien c'est une fumée blanche qui sort. Dans ce cas, la cloche de la basilique retentit et le cardinal doyen proclame Habemus Papam, révélant ensuite le nom du nouveau pape. Alors qui pourrait le remplacer et devenir le 267e pape de l'église catholique? Il y a plusieurs noms de cardinaux qui sont régulièrement cités, notamment le cardinal Pietro Parolin, un Italien de 70 ans qui est le secrétaire d'État du Vatican depuis 2013. Il y a aussi l'archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi, 69 ans, connu pour son engagement envers les migrants ou encore les personnes homosexuelles. On peut citer le cardinal Pier Battista Pizzaballa, âgé seulement de 59 ans, ce qui pourrait être d'ailleurs un frein selon certains. On peut enfin citer le cardinal Robert Sarra, qui est guinéen, en l'occurrence connu comme étant très conservateur. En tout cas, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a atterri ce lundi à Mayotte, le département le plus pauvre de France, qui a été touché il y a 4 mois par le cyclone Chido. C'est la première étape d'une tournée de 5 jours que va réaliser le président dans l'océan Indien. Il se rendra ensuite dans le département de la Réunion, puis à Madagascar et sur l'île Maurice. La visite d'Emmanuel Macron à Mayotte a notamment pour objectif de revenir sur la phase de reconstruction de l'archipel et d'avancer sur les questions d'immigration illégale en provenance des Comores. Ce mardi à la Réunion, il fera cette fois-ci le point sur les enjeux sanitaires liés à l'épidémie de chikungunya qui a fait 6 morts sur l'île depuis le début de l'année. Au-delà de ces enjeux, il faut savoir que l'océan Indien représente une zone stratégique pour la France. Avec cette tournée, Emmanuel Macron cherche donc à développer les coopérations avec les États voisins de la région et renforcer la présence française dans une zone où la Russie et la Chine cherchent à augmenter leur influence. Deuxième actu, une enquête interne de l'armée israélienne a admis ce dimanche, je cite, que des fautes professionnelles, des désobéissances et des malentendus avaient eu lieu à Gaza. Cette enquête, elle concerne des faits qui ont eu lieu le 23 mars dernier lorsque des troupes israéliennes ont tiré sur des équipes de la défense civile et du Croissant Rouge à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Au total, 15 secouristes ont été tués et leurs corps ont été retrouvés plusieurs jours après l'offensive, enterrés dans le sable. L'ONU avait même évoqué un potentiel crime de guerre. Et donc, selon l'enquête, les soldats n'ont pas tiré de manière aveugle et 6 des 15 victimes ont été rétrospectivement identifiées comme des membres du Hamas, mais l'armée israélienne affirme également regretter les dommages causés à des civils non impliqués. À noter que toutes les victimes portaient des uniformes de secouristes et qu'aucune arme n'a été retrouvée. En réponse, le Croissant Rouge palestinien a dénoncé, je cite, un rapport truffé de mensonges en précisant qu'un ambulancier a été enlevé après l'incident et qu'il était détenu par les autorités israéliennes. La défense civile palestinienne a également rejeté les conclusions de l'enquête israélienne qui parle d'une erreur en affirmant que toutes les victimes avaient été atteintes de plus de 20 balles chacune, certaines directement à la tête et dans d'autres organes vitaux. On vous met des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir violé le cessez-le-feu qu'elle avait instauré à l'occasion de la fête de Pâques plus de 3000 fois. Le président russe Vladimir Poutine avait ordonné à ses troupes ce samedi de cesser les combats en Ukraine à l'occasion des célébrations de Pâques, mais l'armée ukrainienne a finalement signalé ce dimanche dans la nuit 96 assauts russes, 1882 cas de tirs d'artillerie et 950 utilisations de drones, tout en soulignant qu'aucune frappe aérienne russe n'avait eu lieu. Selon Volodymyr Zelensky, qui est lui aussi accusé d'avoir violé la trêve, l'armée russe tente de donner l'impression générale d'un cessez-le-feu tout en poursuivant d'avancer et d'infliger des pertes à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky avait proposé de prolonger la trêve pour au moins 30 jours, mais l'armée russe a affirmé ce lundi avoir repris les frappes après la trêve. Quatrième actu, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, qui avait invité par erreur un journaliste sur une conversation où était détaillé un bombardement américain au Yémen, est également accusé d'avoir partagé ces informations avec son épouse, son frère et son avocat. Selon un article du New York Times publié ce dimanche, il aurait donc participé le même jour à une conversation dans un autre groupe dans lequel se trouvaient une dizaine de personnes de son entourage personnel et professionnel. Il y aurait divulgué les informations déjà présentes sur l'autre groupe, comme les horaires précis des vols des appareils qui devaient frapper des cibles rebelles Houthis au Yémen. Le New York Times précise que la femme du ministre est journaliste
spécialiste est que le frère et l'avocat de Pick Exeth travaillent eux au département de la défense américain. Un membre de la commission des forces armées du Sénat a demandé à l'inspecteur général du département d'inclure ces dernières révélations dans son enquête concernant la première fuite d'informations. De son côté, le porte-parole du département de la défense américain a accusé le New York Times d'être, je cite, un média qui déteste Donald Trump. Et on termine avec cette actu et c'est quasiment inimaginable puisque des scientifiques ont affirmé avoir trouvé une nouvelle couleur. Ces scientifiques américains ont baptisé cette nouvelle teinte de bleu-vert holo, mais sa particularité est qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Pour la voir, il faut stimuler uniquement certaines cellules de l'œil grâce à un laser pour envoyer au cerveau un signal de couleur qui ne se produit jamais en vision naturelle. Et même si certains scientifiques estiment qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle couleur, selon les chercheurs, ce système pourrait tout de même à terme être utilisé pour aider les personnes atteintes de daltonisme et qui ont donc du mal à percevoir les couleurs. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors je le disais, je serai de retour demain avec la caméra. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, on vous met des liens directement en description et vous le savez, si vous suivez la chaîne, même si évidemment ce n'est absolument pas le cœur de notre contenu, on évoque tout de même assez régulièrement bien les grands moments des différentes religions, de la même façon d'ailleurs, que ce soit pour le judaïsme ou encore l'islam, que l'on soit croyant ou non d'ailleurs, il y a une dimension à minima culturelle qui est intéressante à aborder.